Je suis Pascal, je suis un ami de Daniel, on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années, mais Daniel ne m'a pas avoué dès le départ qu'il était magicien. Il a fallu qu'on se fréquente davantage, qu'on devienne amis pour qu'il me dise exactement qu'il était magicien. Donc il est assez discret, voilà. Daniel, vous êtes en vacances sur la Côte d'Azur en ce moment. Oui, absolument. Donc, j'ai eu la surprise de vous découvrir, de voir que vous étiez un ancien artiste de music hall, que vous étiez un prestidigitateur, un illusionniste qui manipulait surtout les oiseaux. Effectivement, je suis un ancien artiste depuis, j'ai pris ma retraite, ça fait une petite dizaine d'années maintenant. J'exerçais la profession d'illusionniste, prestidigitateur, manipulateur. C'était un rêve de gosse. Depuis l'âge de 10-12 ans, j'avais toujours ce rêve en tête en ayant vu Un magicien à la piste aux étoiles à Paris, qui était une émission qui passait régulièrement à la télévision. Et ça me faisait rêver de voir les magiciens, donc j'ai toujours eu cette idée en tête de vouloir faire ça un jour. Donc j'ai d'abord commencé avec un vrai métier, entre guillemets. J'ai fait un CAP de pâtissier, j'ai travaillé pendant 8 ans là-dedans, mais j'avais toujours ça en tête, d'être magicien. Donc vers l'âge de 17-18 ans, j'ai pris le bottin des pages jaunes à l'époque, j'ai cherché les magiciens professionnels, on a contacté certains pour prendre des cours. Il y en a un qui a accepté. Pendant quelques années, j'ai appris les bases de la magie avec lui. Et parallèlement, j'ai découvert qu'il existait une association de magiciens, amateurs et professionnels, qui se réunissait une fois par mois. Donc j'y allais une fois par mois, et là j'ai fait des connaissances, des copains, etc. Je me suis perfectionné. Et j'ai monté petit à petit. Il a fallu passer un concours pour entrer à dans cette association de magiciens. J'ai monté un petit numéro, j'ai été accepté, et par la suite, j'ai perfectionné le numéro, avoir quelque chose qui tient un petit peu la route, et j'ai commencé à faire des auditions dans les cabarets de Paris, principalement les cabarets de Pigalle. C'était des cabarets de stripteaseuses, mais qui prenaient, pour avoir l'appellation cabaret, il fallait quand même quelque chose de sérieux. Donc, il y avait trois stripteaseuses, un magicien, 3 stripteaseuses, un jongleur, etc. Donc, là, pendant quelques années, j'ai travaillé dans les cabarets de Pigalle. J'ai rencontré ma future copine, qui travaillait dans ces cabarets exactement comme danseuse. Et je l'ai prise comme partenaire. Et là, on a décidé de quitter Paris et on a commencé à travailler un peu à l'étranger. Notamment, on a travaillé au Japon, 3 fois 4 mois au Japon sur plusieurs années. On a travaillé également en Israël, à peu près 4 fois par an en Israël également, sur plusieurs années. En Afrique aussi, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Et ensuite, on s'est séparés. Après, moi, j'ai continué à travailler. Ah non, on a travaillé aussi beaucoup pendant 2 ans environ dans les cabarets en province à Paris, parce qu'à l'époque, toutes les grandes villes de province avaient un cabaret. Notamment, j'ai travaillé à Cannes, un cabaret qui s'appelait le Sophia à Cannes, le Chacha à Nice, il y en avait à Rennes, à Toulouse, un petit peu partout. Donc, pendant 2 ans, les cabarets en province, comme je disais, il y avait énormément de cabarets en province à l'époque qui n'existent plus maintenant. Et ensuite, nous, on s'est séparés. Après, moi, j'ai continué à travailler tout seul. Donc, c'était un numéro de colombes, un numéro où je faisais apparaître des oiseaux, des colombes, tout le monde connaît ça. Voilà. Entre autres, je faisais aussi de la manipulation de cartes, etc. Et par la suite, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de concurrence au niveau magie. Il fallait vraiment trouver quelque chose de très particulier pour arriver à sortir un petit peu du lot. Et il y a un genre de numéro qui n'existait pas beaucoup à l'époque. C'est un art annexe de la magie. Ce qu'on appelle l'ombromanie. Ce sont des ombres chinoises avec les mains. Et j'ai remarqué qu'il y en avait très peu en Europe, et même au monde. Il y en avait peut-être une dizaine au monde. Donc j'ai dit, si je montais un truc comme ça va me faire travailler un petit peu plus. J'ai monté ce truc-là à peu près en 6 mois, parce que j'étais quand même assez doué de mes doigts. Et dès que j'ai monté, c'était un numéro qui durait une 12aine de minutes. Et là, tout de suite, ça a démarré. J'étais demandé de partout dans les cabarets de Paris, parce que j'étais le seul à Paris à faire ce genre de numéro. Et j'avais une impresario, une femme, qui s'occupait de moi pour ce qui était de l'étranger. Donc là, après, elle m'a fait mettre le pied en Allemagne.
Et en Allemagne, j'ai énormément travaillé en Allemagne. Ça s'appelle pas des cabarets en Allemagne, ça s'appelle des variétés où il n'y a pas de danseuses, c'est uniquement des numéros visuels, jongleurs, acrobates, etc., magiciens. Et mon numéro était beaucoup demandé en Allemagne. Hein. J'ai fait beaucoup de télévision en Allemagne et ça a bien marché. Et elle m'a fait rentrer également aux Folies Bergères à Paris, dans la revue des Folies Bergères en 1986. Et aux Folies Bergères, je suis resté 5 ans. Et dans la revue qui durait 2 heures, qu'avec des ballets, des danseuses, etc., j'étais le seul numéro visuel. Donc je marchais à fond la caisse. J'avais vraiment un très gros succès aux Folies Bergères. Et un jour, il y avait besoin de remplacer également un numéro visuel au Moulin Rouge, qui était pas loin. Donc on a demandé l'autorisation, parce que j'avais l'exclusivité aux Folies Bergères. On a demandé l'exclusivité, l'autorisation à la directrice des Folies Bergères que je puisse faire le Moulin en même temps. Donc j'ai fait le Moulin Rouge également. Donc dans la même soirée, j'ai fait les Folies Bergères, les 2 revues du Moulin Rouge. Les Folies Bergères après ont fermé parce que ça, question de syndicat, etc. Elle a préféré fermer les Folies Bergères en ce qui concerne les revues. Donc après, moi, j'ai été engagé pendant 27 ans. J'ai fait les Moulins Rouges en intermittence, c'est-à-dire je pouvais faire 1 mois, 15 jours, 2 mois, etc. Et de 87 jusqu'à 2014, je faisais le Moulin Rouge régulièrement et très régulièrement également l'Allemagne. Donc, hormis les cabarets, les revues de Moulin Rouge, Folies Bergères, etc., il y avait également ce qu'on appelle les galas. Les galas, ce sont des spectacles ponctuels pour des entreprises, etc. Et un jour, j'ai fait un gala au pavillon d'Armenonville à Paris et je faisais la première partie de Patrick Sébastien. Lui, il faisait son spectacle d'1h30. En deuxième partie, en première partie, il y avait un jongleur, un acrobate et moi. Donc, on a sympathisé un petit peu avec Patrick Sébastien, entre guillemets. Il est quand même sympa, faut reconnaître, parce que moi, j'avais besoin d'un certain espace scénique, et tous ces musiciens avaient pris les 3/4 de la scène. Moi, j'avais pas assez de place. Donc, quand Patrick Sébastien est arrivé, il a entendu que j'avais pas assez de place. Il a demandé à et c'est très sympa de sa part, parce que il a demandé à tous ces musiciens de reculer en fond de scène. Il a dit, moi, il me faut de la place pour travailler, je sais que ça arrange quelqu'un d'autre, en parlant de moi. Donc on a sympathisé. Quelques années après, il a eu l'opportunité, Patrick Sébastien, de créer le plus grand cabaret du monde, qui a duré quand même pratiquement 20 ans. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire donc cette émission en décembre 2000. Voilà. Donc, bon, moi, je peux pas dire que cette émission m'a rapporté énormément de choses parce qu'on me connaissait déjà avant. Les directions de cabaret, de music hall me connaissaient déjà. Bon, à la limite, c'était bien de le faire, c'est tout, quoi. Alors, chose que j'ai pas dit. Donc, mon prénom, c'est Daniel. Et quand j'ai commencé dans ce métier, il m'a fallu trouver un pseudonyme. Donc, on a cherché. La mode, à cette époque-là, c'était de prendre des pseudonymes à consonance américaine. Et moi, je trouvais que je voulais pas faire comme tout le monde. Donc, avec des copains, on a discuté. Daniel. Puis, on a dit, Danielsen, ça serait pas mal. Ah ouais, c'est bien, ça, c'est nordique. Et j'ai dit, on va enlever on va faire Danielsen. Donc, mon pseudonyme, c'est tout simplement Danielsen. Et d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, j'ai un site. Le site, c'est tout simple, c'est www.danielsen.com. Voilà. Il y a également une chaîne sur le site, à l'espace album. Il y a des photos anciennes ou autres, et également un endroit avec deux liens vidéo. Alors, comme j'avais quand même une petite notoriété dans le milieu artistique, etc., j'ai eu également fait un petit peu fonction de conseiller technique en ce qui concerne les ombres et les lumières, puisque je travaille avec mes mains pour les ombres. Et quand le réalisateur Bruno Nuiten a fait le film Camille Claudel avec Adjani en 88, ça a été tourné en 88, il y avait une séquence qui a été tournée dans le Marais à Paris, où j'ai dû apprendre quelques ombres chinoises à Isabelle Adjani. Ça dure à peu près 30 secondes dans le film, et on a passé pratiquement toute une journée pour faire ça. Elle n'arrivait pas à avoir l'indépendance des doigts, c'est-à-dire ses doigts s'écartaient, donc je lui avais collé les doigts à Isabelle Adjani avec de double face pour que les doigts restent collés, etc. Bon, on a quand même passé pour 30 secondes, on a passé une journée pour le faire. Hein. Et j'ai également coaché Marcello Mastroianni en 89 pour le film qui s'appelait Le voleur d'enfants. Un mec très sympa, très simple, etc. Et comme il y avait un plan de coupe, j'avais dû prendre sa robe de chambre, et lui il fait à peu près 1m90, donc j'avais sa robe de chambre avec mes mains qui sortaient des manches, etc.
une bonne expérience. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer le professeur Schwarzenberg, qui était le grand cancérologue, qui devait faire une photo pour François Magazine avec toute une école de médecine, et lui devait être habillé en magicien et tenir une colombe dans la main. Donc, je lui ai appris comment que la colombe ne s'envole pas et qu'elle batte des ailes. Donc, c'était quelqu'un, pour un grand cancérologue mondialement connu, très très simple, parce qu'à la fin, on s'est retrouvés dans les vestiaires pour se changer. Et j'ai été le voir, bien sûr, je lui ai dit que j'étais très honoré d'avoir fait sa connaissance. Alors lui, la simplicité, ça m'a vraiment scotché, parce qu'il me regarde, il me dit, mais avec sa voix de titi parisien, charriez pas, c'est moi qui suis très honoré de vous connaître. Il dit à son collègue, oh, ils sont forts ces gars-là. Et lui, grand cancérologue mondialement connu. Bon, alors il y a une chose que j'avais complètement oublié de dire, en préambule j'aurais dû le dire, c'est que j'ai commencé la toute première fois où je suis monté sur scène à l'âge de 16 ans, c'était grâce au magicien Gérard Majax, qui a eu pas mal d'émissions de télévision, voilà, et il cherchait 4 jeunes pour faire un petit spectacle. C'était dans un centre commercial du reste, et donc mon prof de magie à l'époque, parce que je prenais des cours quand j'avais l'âge de 14-15 ans, qui connaissait très bien Gérard Majax, donc Majax a contacté mon prof pour savoir s'il connaissait quelqu'un. Donc il m'a présenté à lui, et c'est là la première fois où je suis monté sur scène. Eh bien voilà un métier qui ne manque pas de sel, parce que pour beaucoup c'est quelque chose d'assez inconnu. Surtout les tours sur scène, on ne sait pas du tout comment c'est fait et par quel mystère ça réussit. Donc c'est un métier qui est à découvrir. J'espère qu'avec ce petit film, vous aurez compris les arcanes de ce métier.